On peut commencer par la salle 1. Donc, attendez, si on est sur le pad, la salle 1, il y avait Quentin, Marie-Hélène, Vincent, Axel et Laurane. Ah, vous aviez de la chance d'avoir Vincent qui venait de parler. Donc, j'imagine que Vincent, vous l'avez bombardé de questions. Bon, dites-nous, qui c'est qui va nous faire un compte-rendu là? Quentin, tu es le premier, je te donne la parole. Ouais, si tu veux. Ben non, mais comme tout le monde se connaissait dans la salle, à part moi, c'est moi qui ai été bombardé de questions. Donc, Ah, d'accord. j'ai juste parlé de deux projets que je mettais en lien, enfin, sur lesquels ce qu'a présenté Vincent avant m'ont beaucoup. J'ai pu faire beaucoup de liens. Un, c'était une interaction qu'on a avec on a une association d'agriculteurs en Auvergne, suivie par Bio63, et qui fait de la cameline et qui essaie d'avoir une variété de cameline adaptée pour leur territoire et le débouché huile. Et une autre action que je mettais en lien, c'était une action là, pas que destinée à des acteurs bio, mais qu'on lance avec Arnaud Gaufreto et une autre collègue pour essayer de faire réfléchir les acteurs de la sélection et de l'évaluation des variétés de pois en France à une autre organisation de la sélection pour essayer d'avoir un peu plus d'une variété proposée aux agriculteurs en général. Et ensuite, Bonne idée. ensuite on a écouté Laurent. Laurent, je sais pas si tu veux prendre la parole. Oui, alors moi du coup je travaille sur le projet Divine Food avec du coup le BioCivam, également Purpan et Vincent dans quelque chose d'important à faire. Du coup on a parlé d'une initiative sur un autre Living Lab du projet en Auvergne-Rhône-Alpes. Et après à la fin c'était Marie-Hélène qui parlait mais elle a été coupée donc peut-être ce serait plus elle qui pourrait reprendre la parole pour que tout le monde puisse bénéficier de ce qu'elle voulait dire. Voilà. Alors, le problème, c'est que je ne la vois plus sur Marilyn, je ne la vois plus. Ah si, là voilà, là ouais. Juste pour dire que par rapport à la question, est-ce que ça peut répondre au problème du bio, de la bio et de la diminution ce que nous a présenté Christelle, ben, c'était pour dire que nous, tout ce travail qu'on fait sur les céréales et les légumineuses mineures, eh ben, on pense que c'est quand même très moderne parce que c'est toutes ces espèces et populations oubliées, ben, on pense qu'elles sont beaucoup plus résilientes par rapport aux enjeux qui nous attendent de stress biotique et abiotique. Et voilà, on a une hypothèse très forte sur non seulement leur qualité nutritionnelle, mais également agronomique, sanitaire et leur résilience par rapport au changement climatique. Donc, c'est très moderne. Et comme je disais aussi, nous, on fait de la recherche participative puisque on travaille avec des agriculteurs réunis dans le cadre de la SIC de l'Odyssée d'Engrain avec le GAP 65. Et donc, on expérimente de la sélection directement chez les agriculteurs. Et on va travailler cette année aussi avec je sais pas comment dire, là, le collectif Métis avec Pierre Rivière pour faire des croisements avec nos blés poulards. Donc, on va aller plus loin encore dans la sélection. Euh, Voilà, et l'important aussi que les agriculteurs s'approprient cette sélection pour, si on n'est plus là, ben, que nous, les chercheurs, qui continuent quand même à pouvoir garder les fruits de cette sélection et pouvoir la partager. Voilà, c'est un peu ça que je voulais dire. Voilà, pour moi, c'est très moderne finalement ce qu'on fait. Et j'ai une petite question. Mhm. La résistance au stress abiotique et biotique dont tu as parlé, ça vient du fait que de leur génétique propre ou juste le fait que ce soit des variétés population? Ouais, déjà, c'est des variétés pop. Donc, bon, Dominique, elle est généticienne. Moi, je suis agronome, donc elle saura mieux dire que moi. Mais c'est des variétés pop. Donc, elles ont déjà une hétérogénéité intraspécifique qui fait que ben, elles sont moins fragiles. C'est pas des clones, quoi. Et ensuite, ben, comme elles ont été sélectionnées au cours des temps pour et par les agriculteurs dans un écosystème particulier, ben, je pense qu'elles elles ont aussi été sélectionnées pour pouvoir s'adapter au contexte bioclimatique et ce qui fait que
Maintenant, on s'en est rendu compte dans les essais quand on met des blés durs modernes, quoi, sans engrais, sans absolument aucune protection, aucun intrant, etc. Ben, ils sont vraiment dans un état assez déplorable, quoi, par rapport à nos blés. Il y a des travaux aussi qui avaient été faits par Mathieu Marguerie à l'époque, il était au Biocivam 04, et ils avaient montré la beaucoup plus forte résistance à la sécheresse donc dans cette région en PACA, avec ces blés population qu'avec des blés modernes. Ouais. Donc, est-ce qu'au niveau génétique, je sais pas, Dominique, si tu veux rajouter quelque chose Bah, écoute, non, c'est très bien, t'as Après, fait c'est le des tour. blés qui sont plus hauts, ils ont une paille plus épaisse. Enfin, en tout cas, nous, pour les blés qu'on a, donc Après, ça ça peut serait pas expliquer. mal d'entendre Vincent là-dessus. Ouais. Vincent Béguier, directeur d'agri-obtention. Sur, parce qu'à agri-obtention, vous développez aussi des variétés population. Je sais pas si Vincent, tu peux prendre la parole ou pas. Le sujet sur le fait de développer des populations. Oui, voilà, bon, Ouais. intérêt, enfin, c'est un peu la question de Vincent, intérêt des populations par rapport aux lignées pures. J'en Bah, sais rien, par exemple. encore une fois, ça dépend de l'objectif de production qu'il y a derrière, hein. Et ce qu'attend, enfin, ce qu'on attend de la récolte. Voilà, moi, j'entends parfaitement le fait que des variétés populations ou d'adaptation locale soient mieux adaptées que des variétés lignées sélectionnées dans le cadre d'une agriculture conventionnelle à fort entrant. Mais dans l'objectif de sélection, il y avait aussi des objectifs de qualité qui viennent des industriels. Et donc, il faut regarder euh, chaque critère, prendre chaque critère en compte. Donc, voilà, donc, euh, effectivement, des variétés qui ont été sélectionnées pour être dans le cadre de forts intrants. Quand on les met dans des conditions à bas intrants, il y a probablement une moins bonne adaptation. Enfin, c'est ce qu'on constate. Et donc, par rapport à la première présentation, les enjeux économiques de rentabilité, c'est aussi un élément qu'il faut prendre en ligne de compte. Donc, moi, sur le sujet de est-ce que la biodiversité enfin, locale peut être adaptée, donc ça dépend de l'objectif économique qu'il y a derrière. Pour moi, c'est vraiment des cas particuliers à chaque fois. Il n'y a pas de règle, à mon avis, sur le sujet. Rémi voulait prendre la parole. Oui, oui, bah pour compléter, hein, sachant que effectivement, après, par exemple, l'agri-obtention fait à la fois de la sélection pour le faible intrant et pour le bio, et c'est pas la même, on recherche pas nécessairement exactement les mêmes critères pour les deux méthodes pour les deux objectifs de sélection, quoi. Et même dans le bio, là, je vois, on a inscrit deux variétés. Il y en a une qui est, enfin, les hauteurs sont pas pareilles, les types enfin, les précocités sont différentes. On répond vraiment avec déjà une gamme de variations, quoi. Ce qui ne sera pas complètement la réponse de variété population. On est d'accord qu'elles ne vont pas répondre de la même façon parce qu'il y a une hétérogénéité intravariétale qui n'existe pas plus, mais qui est beaucoup, beaucoup réduite dans le cadre des lignées pures. Mais ça, enfin, on répond quand même à d'autres, enfin, à une gamme de demandes, quoi. Ok. Bon, mais merci. Bon, on va passer un peu toutes les salles et puis après on reviendra à une discussion générale. Merci à la salle 1, là, si vous avez pu faire. C'est bon, Quentin, tu penses que là, tout le monde a pu à peu près s'exprimer de cette salle? Vous avez dit l'essentiel. Oui, oui, je pense, ouais. D'accord. La deuxième salle, donc là, bah, je donnerais bien la parole à Audrey pour faire un petit compte rendu, mais sinon, après, chacun peut rajouter, hein. C'est dur, Dominique. Ouais, c'est vrai que c'est pas C'est- facile. C'est c'est, alors, attends, parce qu'il y avait plusieurs questions. Donc, moi, c'était surtout du partage d'initiatives que je peux connaître euh, Peut-être de présente-toi en deux mots, Audrey. En fait, c'est l'occasion aussi que tout le monde, comme ça, on se présente en plénière, c'est chouette aussi, ça.
Oui, d'accord. Donc, en fait, j'anime la coordination nationale sur la conservation des ressources phytogénétiques et espèces apparentées sauvages qui a été mis en place au ministère en 2016. Donc, dans ce cadre-là, j'ai effectivement des contacts avec différents acteurs et certains très locaux. Donc, je vous ai mis dans le pad différentes, on va dire quelques initiatives, mais il y en a plein d'autres. Et donc, les questions, c'était... alors, attends, parce que j'essaie de reprendre le pad, je ne le vois plus. Ah, tu vois plus le pad, ouais, non, c'est dur. Non, Au début, non. je te remets dans le pad. Attends, est-ce que... Du coup, il y a déjà ce que Rémi disait, enfin, sur le fait des critères, des différents critères sélectionnés par rapport à la bio. Et qu'en fait, les questions sur la qualité qui avaient été présentées dans le cadre euh, de la première présentation, ça venait en fin de programme de sélection, effectivement. Et donc c'était un peu la question parce que c'est des analyses qui coûtent cher. Et donc, j'allais dire, moi, ma question, je suis désolée, c'est pas très structuré ce que je suis en train de dire, mais donc ma question aussi, c'était, il existe des collections avec de la diversité génétique en France, et comment on peut aussi bien mobiliser ces ressources en termes d'espèces et en termes de diversité génétique, et comment on peut faire en sorte que ce soit utile, utilisable, et que c'est un intérêt, enfin, est-ce que ça peut avoir un intérêt pour la vie? Moi, je pense, mais voilà, qu'est-ce qu'on doit regarder, et comment mieux travailler peut-être ces collections. Oui, et on avait notamment une discussion ouais, une question pour toi, Vincent. Tu nous as parlé de tomates et on se disait, est-ce que vous êtes allé par exemple voir ce qu'il y avait dans le CRB de tomates INRAE Avignon, ou bien c'est des tomates à partir de ce que font les jardiniers amateurs, ce sont les variétés des jardiniers amateurs. Le lien en Euh, fait, des initiatives locales avec les collections nationales, on s'est un peu posé ces questions-là. ouais, et bien, je t'avoue que c'est depuis enfin, qu'on a eu la discussion pour organiser l'atelier sur le matériel conservé par l'INRAE, je me souviens plus du terme exact. Un petit peu. En fait, c'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'on pouvait accéder aux collections de l'INRAE. Jusque-là, je j'étais même pas au courant. Donc voilà. Après, j'avoue que pour la tomate, c'est pas forcément le plus intéressant parce que tout le monde a des vieilles tomates qui gardent. On a un artisan semencier qui s'appelle Grendel País, pas très loin de chez nous, qui a une belle collection aussi. Et d'expérience, depuis qu'on a créé l'assaut, sur le jardin de l'assaut, simplement en conservant les graines, on peut voir énormément d'évolution au niveau du matériel génétique, quoi. Donc, je sais pas si c'est des mutations ou des croisements qui ont eu lieu. Ça, on peut pas en être sûr parce qu'on n'a pas les moyens. Et puis bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est le résultat, pas de savoir exactement d'où ça vient. Mais par contre, pour d'autres cultures où là, il y a moins de variétés disponibles, donc je rebondis sur le haricot, là, oui, c'est bien sûr très intéressant d'avoir accès à ces conservations, ces conservatoires, pardon. Et Audrey, ce que je trouve intéressant aussi que comment tu travailles de plus en plus avec les parcs naturels régionaux, qui Mhm. s'intéressent aussi à mettre en réseau les acteurs d'un territoire. Comment tu vois le lien justement entre ces PNR et les collections? Mais il n'y a pas que les collections institutionnelles, hein. Il n'y a pas que INRA et CIRAD qui a des collections. Il y a plein également d'autres structures. Donc, comment tu vois ce lien, toi, Audrey? Et bien justement, c'est ce qu'on est en train de travailler là. Pour l'instant, c'est un premier inventaire des différentes actions qui sont faites dans les parcs naturels régionaux, parce qu'ils sont pas forcément au courant non plus entre parcs naturels régionaux des différentes actions qu'ils ont développées. Et donc de faire un peu un état des lieux, un inventaire, et de voir comment on peut justement mobiliser cette diversité, qu'elle soit effectivement dans les instituts de recherche publique ou dans d'autres conservatoires régionaux ou associatifs. Donc c'est un début de... Ouais, donc tu nous en diras plus la prochaine fois. C'est ça. Rémi, tu voulais reprendre la parole? Oui, oui, bah, c'était juste pour compléter par rapport à ce point-là sur les CRB et la diffusion de l'information. Euh, c'est vrai que quand on veut caractériser en amont les lignées enfin, des collections là, de différentes espèces, il faut le faire dans les conditions actuelles, quoi. C'est ça qu'on a surtout comme difficulté. Là, je prends le cas du blé, hein, je suis sélectionneur en blé, mais ça se pose pour toute espèce, hein.
de les réévaluer dans les conditions actuelles, sachant que c'est souvent soit des variétés anciennes, soit des variétés population qui, alors, soit ont été sélectionnées dans des conditions d'il y a plusieurs décennies, soit ont évolué au cours du temps. Et donc, il y a toujours l'importance, et je pense pour les CRB, si l'information doit être donnée, d'avoir des informations les plus actuelles possibles pour que tout un chacun puisse faire le choix de telle ou telle lignée, quoi. Et comme disait Audrey, c'est le coût, surtout pour les aspects qualité, qualité gustative, qualité boulangère, etc., de ces évaluations est très important, quoi. Il faut une certaine quantité, il faut qu'il y ait un coût en euros qui va rapidement se chiffrer en centaines d'euros, quoi, pour chaque lignée. Ce qui fait que très souvent, c'est pas ce type d'information auquel on a accès, même nous sélectionneurs, hein, en début de sélection. Donc, par contre, il y a des informations qui sont moins coûteuses, mais qui demandent quand même beaucoup de temps à obtenir, qui sont des évaluations vis-à-vis des bioagresseurs et des contraintes, hein, de toute façon, qui seraient plutôt soit biotiques, soit biotiques, un changement climatique, résistance à la sécheresse, au froid, aux nouveaux bioagresseurs qui n'auraient pas été nécessairement évalués auparavant, nouveaux pathotypes des bioagresseurs, etc. Donc, mais c'est une vraie question que, au-delà des CRB, hein, les sélectionneurs se posent continuellement. Qu'est-ce qu'il faut screener, quand est-ce qu'il faut le screener, enfin l'évaluer, hein, et dans quelles conditions il faut l'évaluer pour pouvoir ensuite en tirer quelque chose d'utile pour la sélection future. Ouais, merci. Amaury, tu n'avais pas trop eu le temps de parler dans la petite salle. Est-ce que tu veux bien te présenter et puis peut-être nous lire ce que tu as écrit ou voilà, nous faire part de tes remarques? Oui, bonjour à tout le monde. Donc, je suis arrivé assez récemment, je suis arrivé il y a un mois à INRAE en tant qu'ingénieur d'études sur le projet Défi Bio, donc sur les enjeux de l'agriculture bio en région Occitanie, à la fois écologique et économique. Et donc, ce que j'ai écrit, c'est par rapport à la biodiversité au champ notamment, qui peut être favorisée dans le cadre de filières territorialisées, c'est-à-dire des filières dans lesquelles on va avoir un lien qui va de la production aux consommateurs en passant par les acteurs intermédiaires et dans lesquels il va y avoir des échanges entre acteurs qui vont porter notamment sur les variétés cultivées et autres, notamment dans le cadre de les filières qui me viennent en tête sont des filières liées filière blé, farine, pain bio en Occitanie. Et il y a notamment via le moulin de Pomeyrolles. J'ai entendu aussi en blé dur au niveau de l'Odyssée d'Angrain. Et voilà, je pourrais ressortir une liste de ces différentes filières qui commencent à être étudiées, parce qu'il y a une thèse qui est lancée sur les filières territorialisées. Mais voilà, c'est plus pour dire que dans le cadre de ces filières, en effet, on peut favoriser la biodiversité au champ. Et en même temps, la limite, c'est que ça reste, ça reste toujours dépendant du marché bio. Donc, voilà, euh, ça peut permettre de favoriser la biodiversité, mais il y a quand même cette limite qui fait que on ne se sort pas non plus des conditions du marché bio actuel tel qu'il est. Enfin voilà, c'est pas ces filières qui vont directement, qui peuvent relancer Et directement. dans le projet de défi bio, ce sont des filières que tu analyses, ça, blé, farine, pain, etc., régional. Dans le projet de défi bio, il y a ça? Il y a eu un stage cette année qui a été fait au sein d'Interbio, Occitanie, Ok. avec INRAE, qui a porté sur la filière blé, farine, sur les filières blé, farine, pain bio, et dans lequel il y a un axe du stage qui a porté sur les filières territorialisées, Mm. et qui a porté du coup sans rentrer trop dans le détail, mais qui en a nommé quelques-unes, et qui a notamment travaillé sur les échanges entre acteurs. Et donc, comment est-ce que ça pouvait favoriser, là, je fais le lien, comment ça pouvait favoriser avec les pratiques au champ. Ok, super. Merci. Donc, c'était pour la salle 2. On passe à la salle 3 où il y avait Blama, Raphaël, Roland, David, Christelle. Et là, je donnerais bien la parole à Roland, au hasard. Et tu te présentes, Roland, et tu nous fais part du partage que vous avez eu dans cette salle. Alors, je me présente, Roland Feuillat. J'ai lancé dans les années 2000 une idée qui est d'essayer de créer une entreprise qui puisse prétendre jouer un rôle de maître d'œuvre
Donc, pour moi, c'est des mots qui ont énormément de sens. Une maîtrise d'œuvre globale et intégrée, totalement intégrée sur la globalité de la filière, c'est-à-dire d'aller de la semence au produit fini et de monter des ateliers avec le pain, les pâtes, de la biscuiterie, de la pâtisserie, des gâteaux de voyage, de la farine, bien sûr, etc. Et donc, ben voilà, ça fait plus de 20 ans qu'on a démarré. Et aujourd'hui, ben, mon épouse et moi, on essaie de gérer, d'animer tant bien que mal cette équipe et on a 17 employés. On est au fin fond des Hautes-Corbières sauvages. Ça s'appelle Cucugnan. On est loin de tout, très très loin de tout d'ailleurs. Voilà. Et puis bon, ça a été un cheminement de découverte en découverte. Mais la grande surprise pour moi, ça a été de penser qu'on pouvait assez facilement, et c'était presque une espèce de contraste presque répulsif au monde de l'industrie, mais que ça allait être assez facile de tout simplement ressemer ce qu'on avait récolté. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que si on voulait être des honnêtes gens, eh bien, la semence, c'était sans aucun doute le sujet le plus délicat, le plus fastidieux, le plus chronophage et le plus coûteux de tous les sujets, quoi. C'est beaucoup plus facile de faire du pain que de se dire correctement impliqué et professionnel, si je puis dire, avec rigueur et dans le domaine de la semence. Et donc, voilà, et là, aujourd'hui, c'est ce dans lequel moi, à titre personnel, je m'investis le plus, puis je cherche à voir en quoi ce débat et ces énergies énormes qu'on essaie d'y mettre ne relèvent pas d'une espèce de dogmatisme idéologique réducteur, fait même, je dirais, ostracisant, mais qu'au contraire, ça ait réellement du sens. Voilà. Hein, c'est la recherche vraiment de l'écriture d'un paradigme sur la notion de ce qu'on appelle l'herméneutique, c'est-à-dire ce qui a du sens, au sens. Et donc, rechercher le sens dans tout ça. Moi, les débats, encore même l'autre fois, j'étais à un truc sur Slow Food, là où on m'a donné la parole. Et il y avait une dame de l'INAO qui m'a dit, mais monsieur, heureusement qu'on a de la chimie pour nourrir tout le monde. Moi, je ne croyais pas que ça soit encore possible en 1923. En 2023, j'ai 100 ans de retard. En 2023, d'entendre une bêtise pareille. Mais donc, ça commence à m'indifférer même d'avoir à gérer, à contredire, à argumenter sur ce genre de propos. Ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est que finalement, et c'est ce que je me suis permis d'écrire, c'est cette notion de polysémie fondamentale du mot culture, puisqu'en fait, il faut bien reconnaître qu'on emploie le même mot pour dire que l'on cultive les hommes ou qu'on cultive des champs. Et pour moi, dans la linguistique, et surtout la linguistique archaïque, quand les mots sont comme ça chaînés ou qu'ils relèvent d'une polysémie véritable, ça veut dire beaucoup de choses. Et mon propos aujourd'hui, ma recherche, mes avancées, c'est de penser et d'expliquer, et je le pense profondément, que si on déculture les champs, on déculture les hommes, et que si on déculture les hommes, on déculture les champs de fait. Et comme aujourd'hui, il faudrait quand même se remettre à bien prendre lien avec le vivant en général et cette biosphère en particulier, je pense que c'est très important que d'être acteur de choses qui portent du sens et qui vont faire avancer les choses qu'il faut absolument et urgemment faire avancer. Donc moi, ce qui m'intéresse de plus en plus dans les semences, dans les ressources génétiques que l'on appelle à tort, à raison, enfin, c'est assez compliqué, les variétés dites anciennes, c'est que justement l'ethnobotanique et tout ce qui peut faire un végétal, un animal aussi, et bien sûr, un végétal va charrier avec lui et dans son patrimoine, dans son héritage, voilà aussi des mots pleins de polysémie et patrimoine, héritage génétique et épigénétique, de quoi enrichir la culture des hommes, parce qu'on a besoin que la culture des hommes devienne une véritable culture et que nous ne soyons plus des humains complètement déculturés et surtout qui croyons être cultivés, mais en fait, sommes énormément hors sol, en fait. Quoi, voilà. Cette notion de hors sol m'interpelle énormément. Donc, moi, ce qui m'intéresse énormément dans ces semences-là et dans la notion de biodiversité,
c'est tout simplement que s'il y a un haricot de Paimpol et un haricot tarbé, ben, c'est qu'ils charrient avec eux et que quand on mange un haricot de Paimpol, on mange de la culture de là-bas. Voilà, si on ingère du Triticum hispanicum, comme son nom l'indique, dont le centre d'origine serait Ispahan, eh bien, on mange de la culture perse. Et je pense, par exemple, en plus même, je vais me permettre de dire ça, que dans le contexte dans lequel nous vivons, par exemple, peut-être que si on avait un petit peu plus d'intérêt et de compréhension réellement de ce que c'est que, par exemple, la culture perse, eh bien, nous y gagnerions tous. Donc, voilà, il faut que l'on soit, je dirais, en ouverture d'esprit, peut-être d'échanger sur ces sujets-là. Donc, un gros intérêt, un gros atout pour moi sur la biodiversité. Oui, il y a les côtés factuels de la résilience au stress hydrique, tout ça et tout. Mais bon, c'est chouette. Mais je crois qu'on a plus loin, plus fort et plus efficient dans ce que peuvent apporter ces patrimoines-là, qui sont patrimoines de l'humanité, n'ayons pas peur des mots, eh bien, on a beaucoup plus à gagner justement à s'intéresser à ce qu'ils incarnent, à ce ils peuvent transmettre comme élément culturel. Donc, gros besoin sur l'ethnobotanique et sur l'histoire, voilà, quand il y a et je trouve ça en plus presque plus que passionnant, parce que quand, par exemple, on s'intéresse au Triticum taranicum, par exemple, et que nous, en langue vernaculaire, nous appelons le blé de Khorassan, eh bien, l'ethnobotaniste John Percival, lui, qui s'appuie sur la théorie de Vavilov sur les centres d'origine, là où justement on les trouve dans la plus grande biodiversité, eh bien, c'est le Touran. Le Touran, c'est le nord de la Turquie, c'est la Géorgie, c'est l'Azerbaïdjan, alors que le Khorasan, comme nous, en France, nous l'appelons, c'est de Téhéran jusqu'à l'Afghanistan. C'est pas du tout le même endroit, c'est pas du tout le même lieu. Et il faut s'intéresser à toute cette histoire, à cette géographie, à la culture, quoi, en fait, et tout ce que ça charrie. Et je trouve qu'on a beaucoup plus à avoir là des arguments et des atouts pour pousser la biodiversité, nous qui savons en dessous tout ce que ça intègre, bien entendu. Sur le plan, ça intègre des données même politiques, une notion de liberté, de pouvoir travailler sur des ressources génétiques qui soient disponibles, qui ne fassent pas l'objet de brevetisation, qui ne fassent pas l'objet de privatisation par des grands groupes industriels, etc. On sait tout ce qui est derrière, mais pour moi, le fleuron, c'est bien dans le mot culture. Ok, Excusez-moi, parce qu'il faut, chaque fois quand on me lance, c'est dur de m'arrêter. ouais, Je le voilà, sais, non, mais Dominique. je te connais, j'ai osé te lancer. Non, mais après, c'est toujours passionnant. Donc, les autres participants de cette salle ont peut-être encore quelque chose, une ou deux choses à rajouter. Ou vous estimez que Roland a bien résumé un petit peu les débats? Vous êtes d'accord avec lui? Avant de passer, bon, vous pourrez y revenir, on va passer à la salle 4, hein, qui est la dernière salle, où nous avions aussi du beau monde. Lucia, Marie, Jérôme, Tara, Adrien, et puis peut-être d'autres qui ne sont pas marqués là. Je vois que Vincent, tu es marqué en salle 5, mais tu ne devais pas être tout seul en salle 5, tu as dû être mis dans une autre salle. Bon, là, je suis intéressée de voir que Jérôme Ménard est producteur en lait bio. Et donc, Jérôme, je te laisse la parole là-dessus, parce que tu vas nous dire comment ça a résonné, là, ces deux interventions de Christelle et de Vincent pour un producteur de lait bio. Eh bien, bonjour à tous. Donc oui, je suis producteur de lait bio dans les Pays de la Loire, en Tranché-Cholet. Mes parents étaient en bio depuis 1993 et j'ai pris la suite derrière où je voulais à tout prix produire sans pesticides et sans antibiotiques. Donc ça fait 15 ans qu'on y arrive sans problème, avec des rendements à peu près comme le conventionnel. Et donc aujourd'hui, moi ce qui me pose question, c'est les notions de filière et de business, parce qu'aujourd'hui, on en revient toujours au même prix, au prix de vente. Et on parle jamais du reste, où la bio, enfin, nous, producteurs bio, on ne pollue pas les sols par des pesticides ou par des produits chimiques. Et c'est là que la biodiversité se développe encore plus. Et donc,
moi, je suis un peu sur ma faim aujourd'hui, où je me dis bah, vivement que tous ceux qui sont venus vers le bio juste pour le pognon, ils s'en aillent, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un sacré souci de on produit bio parce qu'on était bien payé. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent bah, on s'en va parce qu'il n'y a plus de rémunération. Alors que logiquement, si on travaille comme il faut avec nos sols, avec la biodiversité qu'on a déjà bien normalement cultivée, avec les haies, avec tout ça, logiquement, ça, enfin, chez nous, comme on dit, ça pisse tout seul. Donc, derrière tout ça, moi, je travaille pas beaucoup avec les vieilles variétés. J'essaye de m'adapter aux nouvelles, où je recherche, pas forcément des nouvelles, mais je recherche des variétés qui sont connues et avec des atouts et des contraintes qu'on connaît, et puis on s'adapte. Voilà. Alors après, je suis peut-être hors sujet, mais Bah, non, enfin, non, il n'y a pas de sujet ou d'hors-sujet là, hein. C'est intéressant de partager sur les expériences de chacun. Pas de lien avec les anciennes variétés parce que pas l'occasion ou vraiment une volonté. parce que, enfin, personnellement, nous on a des sols où on est à plus de 6 de matière organique. On a des sols très riches. Et en fait, quand je fais une vieille variété de blé ou eh ben, elle se couche, j'ai trop de paille. Enfin, j'ai presque trop de, ou soit on travaille trop bien, ou enfin, il y a quelque chose qui fait que nos rendements se cassent la figure, alors qu'avec des variétés un peu plus récentes, on arrive à faire 50 à 60 quintaux. C'est pas extraordinaire, mais sans intrants et sans pesticides, eh ben, je vous assure que la marge, elle est économique, elle est très bonne, même avec si on nous le payait 200 euros comme on va nous le payer cette année. Donc, je suis pas comme, je travaille beaucoup en filière longue, donc c'est vrai que pour moi, je voyais plutôt les blés anciens sur des gens qui font leur pain, qui recherchent des W, enfin de la qualité organoleptique un peu différente de ce qu'on peut nous demander en filière longue. Mais après, ça, c'est juste mon avis mon exploitation, il n'y a que 68 hectares. C'est vraiment tout petit, donc on n'a pas beaucoup de culture, on a beaucoup d'herbes et on est en rotation longue, donc forcément, quand on fait une culture derrière nos prairies, ben, il y a du potentiel et souvent, nos variétés, enfin, dites anciennes en blé, elles se cassent la figure et on est souvent déçus. Mais bon, après, c'est peut-être notre. Il faudrait peut-être qu'on travaille différemment dans nos rotations, mais pour l'instant, on travaille plus sur nos animaux que sur les cultures. Après, sur les prairies, il y a aussi des mélanges variétaux pour les prairies là. Enfin, là, Ouais, agrioptension. bah nous, on travaille beaucoup avec des. On est en multi-espèces, donc on met. À moi, les prairies types, c'est fétuc élevé, fétuc des prés, 2 ou 3 oregrons anglais, de la fléole. Et puis après, tout ce qui est trèfle qui existe, lotier, trèfle blanc, trèfle violet, trèfle hybride. Et ça, c'est Et des puis mélanges que après, tu trouves où que tu trouves eh tout ben moi, fait. c'est un mélange que je fais moi-même. Ok. J'achète tout en individuel et je D'accord. mélange tout avant. Ah ouais. Et c'est vrai qu'on est pris pour des fous parce qu'on sème à 35-40 kilos hectares. Mm. Mais d'une année sur l'autre, déjà, il ressort pas la même chose parce que le climat fait que bah, on a soit un hiver doux et les graminées poussent plus vite que les légumineuses ou l'inverse. Mais on a toujours, enfin, on s'y retrouve toujours. C'est comme dans les métailles, les triticales, pois, févrole. Nous, on travaille beaucoup le multivariétal et on s'appuie sur une force de chaque variété, de chaque espèce, qui font que derrière, bah, il n'y a personne de malade ou personne est moins malade, quoi. Voilà. Mais nous, c'est un système global, quoi. Voilà. Mhm. Ouais, ouais, bah, écoute, merci beaucoup pour ce partage. Vincent, tu as une question, une réaction? Non, mais justement, par rapport à ce que vient de dire Jérôme, peut-être que quand on parle diversité, le levier interspécifique a beaucoup plus d'impact que le levier intraspécifique, même s'il faut de la diversité intraspécifique adaptée à ce levier interspécifique. Voilà, donc peut-être que le débat, il est là, en fait, sur le levier interspécifique. Tu as raison de le mettre aussi, ouais, d'en parler. Peut-être que quelqu'un voudra réagir par rapport à ça, hein, les associations culturelles d'espèces. David demande quelle race tu as, Jérôme?
Alors moi j'ai de la Primosten, hein, une vraie race comment on appelle ça, à mettre de l'eau dans le lait, enfin bref. Et j'ai des Jerseys, et on tend plus vers la Jerseys que la Holstein, mais bon, on travaille sur les deux races en fait. Comme Donc on a la une petite Holstein surface, passe, ce que tu nous dis, c'est que quand même la Holstein, elle passe en bio. eh ben oui, en fait, moi aujourd'hui j'ai des vaches qui font, on doit être à 8000 en production par vache, sans acheter de soja ni de concentré, hein, mais on est, oui, ouais, allez, j'exagère peut-être pas. Sur les Primogen, je suis presque sûr d'être à 8000 et les Ouais. Jerseys plus à 5000. Mais en taux, on arrive à avoir des vaches qui font du 46-35. Et en Jerseys, bah, c'est autre chose, c'est du 60-40. Mais on a travaillé sur la génétique et je pense que eh ben, nos vaches, elles font moins de lait, elles font pas 10 000, mais elles font du taux. Et c'est ce qu'on recherche, nous, en bio, avoir de la qualité. Et donc même le lait part en circuit long. Oui, 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 notre lait, il part dans notre grande coopérative agriale. On avait signé avec une petite coopérative qui, à chaque fois, s'est multipliée ou s'est fait manger par la plus grosse. Et à chaque fois, on nous dit qu'on participe à rentrer dans une autre coopérative, sauf qu'à chaque fois, moi, j'ai l'impression de me faire manger par une plus grosse et on devient de plus en plus gros. Et ça m'inquiète un petit peu, mais bon, on verra bien. C'est un des risques, quand même. Bah, aujourd'hui, on nous écoute, les producteurs bio, donc pour l'instant, ça va. Et jusqu'au jour où c'est l'industriel qui va nous dicter comment il faut qu'on travaille, là, je pense que je partirai peut-être faire de la transformation. D'accord. Merci, Jérôme. Est-ce que quelqu'un qui était dans la salle 4 avec Jérôme a envie de prendre la parole aussi pour rajouter quelque chose? Adrien, ouais. Oui, tout à fait. Donc, Adrien Pelletier, moi je suis paysan boulanger depuis une grosse dizaine d'années et donc je mène sur la ferme un projet de création variétale pour le blé tendre en bio. Donc pour te rejoindre, Jérôme, oui, tout à fait, dans un contexte où les blés anciens tombent par terre, etc., pour moi, c'est qu'ils ne sont pas adaptés en fait à ton potentiel de production. Néanmoins, elles peuvent avoir des avantages au niveau génétique sur certains aspects. Et donc, moi, ça rejoint un peu l'idée du projet Selector Villiers de création variétale qu'on mène, c'est réadapter en fait ces génétiques dites anciennes, mais au goût du jour, avec une vision plus moderne et progressiste. Donc moi, comme j'aime bien dire, les blés anciens, c'est bien, mais les blés de demain, c'est plus bien. Parce que l'idée pour moi, enfin nous dans notre contexte aussi où les blés anciens, ça tient pas la route concrètement au niveau productivité et puis c'est pas l'image que j'ai de l'agriculture biologique de demain. Il faut pouvoir avoir des variétés robustes, productives, mais aussi du coup haute en paille avec une facilité au niveau de la gestion du désherbage par différents aspects. Il n'y a pas que la hauteur, elle peut pouvoir couvrant. Moi, j'observe aussi au plein champ des effets peut-être liés aux exudats racinaires ou voilà, il y a aussi des choses donc, qui se passent dans le sol et qu'on est loin encore de tout comprendre. Mais néanmoins, en tant que paysan, et donc c'est là où c'est intéressant de mener des projets de sélection aussi en tant que paysan, c'est que dans un contexte, moi, cette année où ma plateforme, elle n'était pas aussi propre que d'habitude, aussi propre avec des guillemets, hein, on s'entend, j'ai observé carrément des différences variétales vis-à-vis de l'enherbement et pas forcément liées à la hauteur. Donc, il y a des choses très intéressantes. Et cette année, moi, je me suis dit carrément, même le projet de sélection qu'on a, il pourrait peut-être permettre d'avoir des blés où on pourrait se dire, il n'y a pas forcément de nécessité de mettre beaucoup de désherbage mécanique pour avoir des champs propres, hein. Donc ça, je trouve que c'est des aspects très intéressants. Et nous, d'un point de vue de critères de sélection, on a des critères de sélection sur la panification au levain, hein, que l'on mène sur la ferme, comme les réseaux de sélection participative. Nous, on cherche des taux d'hydratation maximum, des lissages de la pâte intéressants avec des forts taux d'hydratation sans avoir de déchirure, etc., etc. Donc voilà, on cherche des critères de sélection qui sont liés à notre process de panification.
Et donc, c'est tout là la difficulté hein, de pouvoir lier les avantages agronomiques ou les avantages technologiques. C'est là vraiment la complexité d'un projet de création variétale, pour rejoindre ce qui a été dit auparavant. Et donc, ça coûte cher. Et en effet, ça coûte cher. Et donc, voilà, nous, on est vraiment confrontés à cette notion économique de pouvoir mener un projet de création variétale avec professionnalisme. Et donc, là, c'est la question de trouver l'argent pour pouvoir le faire. Et donc là, en fait, l'approche. Donc, nous, on est en cours d'inscription, et M. Hydro est là, de la première MHB en France. Et donc, l'idée pour moi de déposer la MHB, bah, c'est d'une part, moi je ne sais pas si la diversité intra-variétale est très bénéfique par rapport à une lignée, hein, pour rejoindre ce qui a été dit aussi par Vincent. La diversité dans le système, pour moi, a plus d'impact que la diversité intravariétale. Mais néanmoins, il y a plein de choses à explorer, à découvrir. Toujours est-il que bah, là, via le dispositif de la MHB, il n'y a aucun retour sur investissement économique possible par le dépôt de la variété. Il n'y a pas de royalties. Donc se pose directement la question très concrète, sonnante et trébuchante, de pouvoir financer la recherche. Et donc, je m'engage aussi du coup, dans la voie des lignées pour pouvoir éventuellement déposer une lignée qui permettra d'avoir un léger retour sur investissement via les royalties, quoi. Mais à travers ça, je pense que on va dire, avec la taille du projet de sélection que l'on mène, et l'idée du projet serait plus de créer en fait une filière qui permettrait à tous les acteurs, à tous les maillons de la chaîne, de manière très transparente, de participer, de faire l'effort financier pour pouvoir en fait toujours être dans cette thématique d'avoir des variétés pour demain pour répondre à tous les enjeux que l'on connaît, quoi. Et donc, pour finir, nous, le projet de sélection, j'essaye de le concevoir aussi dans une approche systémique, comme ça a été dit par Jérôme tout à l'heure. En bio, on est dans une approche systémique. On cherche une rentabilité à l'échelle de la ferme pour vivre de notre métier. Donc, c'est pas forcément chaque culture à isoler. C'est plutôt un système et une rotation qui doit être intéressante d'un point de vue économique, hein. Et donc, le blé, moi, j'aimerais pouvoir amener des critères de co-sélection avec des plantes de service dans un objectif aussi de réduction du travail du sol et d'aller chercher des performances agronomiques à l'échelle de la rotation. Voilà. Super. Merci Adrien. Et puis alors, merci d'avoir déposé ce MHB parce que ça fait bien discuter et puis ça va ouvrir des portes au niveau du CTPS. Donc, je pense que David, il suit ça de très près, effectivement. Pour ceux qui ne connaissent pas bien, MHB, ça veut dire matériel hétérogène biologique et ça veut bien dire une variété population. Donc, chaque plante est vraiment génétiquement différente de sa voisine. Je vous conseille d'aller voir le fil de discussion avant de partir parce que Rémi et Christelle ont mis des infos qui peuvent vous intéresser. Et je voulais juste, à la fin, redonner la parole en vous rappelant d'abord les dates sur le diaporama, mais redonner la parole à Christelle et Vincent pour nous faire une conclusion. Donc, Vincent, peut-être d'abord, si tu veux réagir par rapport à ce que les gens ont dit ou si tu veux rajouter quelque chose. Et Christelle, ensuite, qui conclura. Non, ben, merci à tous pour vos commentaires. J'ai pris pas mal de notes, ça a été très intéressant. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est la remarque de Rémi, je me souviens plus son nom, dans la sélection du blé, sur le fait que connaître les variétés des conservatoires, enfin, il y a très peu d'informations sur les variétés des conservatoires, et donc c'est une des évolutions qu'on pourrait prendre avec l'association. Donc voilà, je vais me renseigner un peu plus sur le sujet avec des pros de la sélection pour savoir qu'est-ce qui serait attendu exactement et à quelles conditions. Et voilà, après, c'était très intéressant. Merci pour Merci cette beaucoup, Vincent, invitation. parce que toi, merci beaucoup vraiment parce que toi, tu as amené cette composante jardinier amateur qu'on a peu. On travaille pas mal en général la recherche, nous, avec des agriculteurs. Et Hmm. jardinier amateur, j'y avais jamais pensé, mais c'est grâce à toi qu'on commence à travailler avec eux, donc c'est vraiment super.
Ouais, mais il y a encore pas mal de travail à faire sur l'organisation et tout, mais bon, on avance chaque année on apprend de nos erreurs, on essaye de faire mieux, donc on commence à avoir quelques petits retours à apporter aux pros et c'est intéressant tous ces échanges. Super. On avance ensemble. Ouais, merci beaucoup. Christelle, le mot de la fin? Ce qui est super avec Dominique, c'est qu'elle nous fait toujours des surprises. Ouais. Et j'avais pas prévu ce mot de la fin, mais j'ai une petite idée, heureusement. Ce matin, j'ai été au conseil départemental de l'Aude où on a eu une présentation de la stratégie, la nouvelle stratégie agricole du département de l'Aude. Il y a eu une intervention d'Éric Andrieux, ex-député européen, pour le département de l'Aude, qui, a parlé des difficultés en fait, du système agricole, européen et en particulier français et audois, et a allié en fait ces difficultés au système ultralibéral. Donc c'est agréable en fait, d'entendre ces problématiques nommées comme telles, par des représentants, publics, «sérieux», hein, entre guillemets et pas que par, des militants ou des activistes environnementalistes ou de la Confédération paysanne et en fait, l'ensemble de l'assemblée qui était réunie au conseil départemental s'est entendu, pour dire qu'il fallait protéger en fait, nos systèmes, agricoles diversifiés et l'agriculture biologique étant une de ces pistes et une agriculture biologique, qui se base sur une biodiversité cultivée avec des pratiques diverses, pour, finalement avoir un système plus résilient aux crises économiques et aux crises écologiques. Donc voilà, c'était, bien et je suis satisfaite aussi qu'on en rediscute, l'après-midi et qu'en fait ces questionnements, soient de plus en plus, présents, dans les différentes, instances où on parle de développement agricole et humain. Eh ben, voilà une super conclusion, Christelle. Bon, moi, je vous remercie à tous parce qu'à chaque fois, c'est vraiment trop génial la qualité de votre participation à tous. Parce que comme ça, voilà, comme tu dis, je fais des surprises, mais en fait, je sais que ça réagit très bien, que de toute manière, entre nous, voilà, ça reste bon enfant. Il n'y a pas de jugement, chacun prend la parole et c'est vraiment, vraiment sympa. Donc, ben, on serait super content de vous avoir à nouveau au Futur Café. Donc, voici les dates, ainsi quand même relativement simple, c'est tous les derniers lundis du mois. Voilà. On ne peut pas oublier, toujours la même heure. Si vous avez envie de rester 5 minutes de plus pour nous dire dans le chat, dans le fil de discussion, ce que vous aimeriez alors, changer ou qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans ces cafés. Et si surtout vous avez des idées d'intervention, soit pour vous-même, soit pour d'autres personnes, alors sentez-vous très libre.